crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. It's no good to know the future. Non, l'informatique, ça file à toute vitesse. Uzbek et Erika présentent Rétrofutur, le podcast qui explore le futur depuis le passé. L'an 2000, c'est irréel. Quelque chose qui deviendra un peu inhumain, qui sera encore plus loin de nous que ce que l'on fait maintenant. Demain est déjà écrit dans les livres, la musique, les films, la peinture, le théâtre. L'art, c'est sûrement le plus grand laboratoire du futur qui soit. Pas besoin d'équipe, pas besoin d'argent a priori. Et ce laboratoire est alimenté de manière illimitée, puissante et sans conséquences a priori physiques, sans risque. Il est alimenté par les imaginaires. Dans Rétrofutur, nous explorons tous les mois les imaginaires passés et présents du futur qui ont habité nos invités. Quelles œuvres figuraient pour eux le monde à venir alors qu'ils n'étaient que bambins? Quels livres? Quels films? Quels morceaux leur ont donné envie de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, leur ont peut-être donné confiance en l'avenir ou pas. Salut à toutes et à tous, je suis Lila Megrawa, journaliste chez Uzbek Erika. Je serai votre pilote dans cette odyssée à travers les imaginaires du futur. Mon copilote d'aujourd'hui et parrain de ce podcast est, sans nul doute, un grand explorateur du futur. Pendant près de 20 ans, sa musique onirique et quasi thérapeutique a squatté les platines, les scènes du monde entier. Mais aussi les films, on se souvient tous de la bande originale planante du film Virgin Suicide de Sofia Coppola. On peut également évoquer le film Swagger. Avec son binôme Nicolas Godin, il a exporté une certaine idée de la musique française auprès de millions de gens. Il a voyagé dans le monde de la musique seul ou à deux, sous plusieurs noms, Darkel, Starwalker, JB Dunkel, j'en oublie certainement. Et son alias le plus connu, R, dont il est, si vous ne l'avez pas deviné, la moitié. Jean-Benoît Dunkel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors en vrac, on va évoquer l'œuvre monstre de Frank Herbert, Dune, Jodorowsky, Möbius, le film Starship Troopers, mais aussi le krautrock, TAF, Brian Eno, Jean-Michel Jarre. Et bien sûr, vous-même. Mais avant d'entamer notre petite séance de spiritisme culturel et rétrofuturiste, je vous propose de convoquer Marguerite Duras. Découvrons ce qu'elle disait de l'an 2000 en 1985. Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information, dans une information constante. Sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Alors si on devait vous passer au futuromètre, si on devait mesurer l'état de votre relation avec le futur, elle serait où, la jauge Jean-Benoît Dunkel? Est-ce que cette jauge, elle serait plutôt de nature pessimiste, optimiste? Elle serait plutôt pessimiste à court terme et optimiste à long terme. Ah, j'aurais pas parié là-dessus. Ah ouais? Ouais. Non, c'est-à-dire que en fait le futur m'importe beaucoup, mais parce que j'ai des espèces de visions où ce sont des thèmes qui m'inspirent artistiquement, mais ça reste des visions et je me permets pas d'être un technoprophète en disant qu'il va se passer ça ou ça, parce que le futur est incertain. Comme dit Yoda dans Star Wars, toujours en mouvement est le futur, parce qu'il dépend un peu du présent. Et d'ailleurs aussi, je crois d'une façon physique et philosophique, on peut se dire en fait que le futur n'existe pas, mais que le passé existe plus que le futur, puisque en fait la trace du passé est dans le présent, mais le futur n'est pas encore. Donc, enfin voilà, par rapport au temps, c'est pas, voilà, on peut faire une différence entre le passé et le futur, je trouve.
en ayant un peu étudié les sciences et tout ça. Ouais, parce que vous avez étudié les mathématiques et la physique. Ouais, j'étais à la fac d'Orsay et j'ai une licence de physique appliquée. Je suis allé en maîtrise, mais je suis devenu prof à un moment, donc du coup, j'ai pas pu la finir. Et du coup, je suis passionné par les magazines scientifiques et j'en lis souvent, et dont le vôtre en fait, que je trouve génial vraiment. Qui m'inspire énormément et que je lis souvent quand je pars en vacances, ça me donne plein d'idées. Et voilà, donc en fait, c'est des inspirations, des visions artistiques, pas forcément des prédictions, parce que, effectivement, comme dit Marguerite Duras, en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que le futur est présent dans l'information de maintenant, en fait. C'est-à-dire que les événements de maintenant, en fait, les technologies, les possibilités vont se développer en fonction de l'évolution de l'économie et de la société. Et on a déjà sous nos yeux le futur, et il suffit de comprendre ce qui va plus se développer par rapport à d'autres choses. J'avais lu un livre génial qui est de Jacques Attali, qui s'appelle Une brève histoire de l'avenir. Et lui était comme ça, en fait. Il avait une vision pessimiste à court terme, mais optimiste à long terme. C'est-à-dire que l'idée générale, c'est qu'on est encore au Moyen-Âge, sauf qu'on ne le sait pas. C'est-à-dire que sous prétexte qu'on fait des bombes atomiques et des ordinateurs et qu'on a Internet, on pense qu'on est super évolué, mais en fait, le niveau moyen d'évolution de la maîtrise des sentiments et de la barbarie humaine, en fait, elle reste quand même très, très peu développée. Donc du coup, on est encore des barbares. Donc ces trébuchements sont normaux. Tout à fait, tout à fait normaux. On va passer à votre premier objet culturel qui raconte le futur. Quand vous étiez enfant, vous me direz pourquoi. Quand vous êtes, je crois, des spécialistes incontestés du gadget, et bien souvent on a l'impression que les thèmes que vous retenez sont des thèmes scientifiques. Est-ce qu'il faut en conclure que le thème scientifique est un thème qui plaît beaucoup aux enfants? Oui, absolument. Alors, Pif Gadget aurait eu 50 ans cette année. C'est un magazine qui a bercé des générations d'enfants. On pouvait y lire des bandes dessinées, surtout trouver des gadgets. Moi, je suis tombée... j'ai pas vraiment connu Pif Gadget, mais je suis tombée sur une sélection des meilleurs gadgets, dont des pois qui sautaient quand on les approchait d'une source de chaleur, des alambics solaires pour transformer l'eau sale en eau pure. Donc c'est un magazine qui avait également une approche plutôt écolo. Alors pourquoi ce choix, Jean-Benoît Dunkel ? Parce que ce magazine a bercé mon enfance. Je me souviens que j'achetais toutes les semaines au bureau de tabac. Ça valait 5 francs, je crois. Et du coup, oui, j'adorais construire les gadgets. Et les gadgets étaient souvent dans des petits objets en plastique qui étaient scientifiques, un genre écolo. Donc il y avait le four solaire, par exemple. Ou des choses comme ça, et je me souviens de petits personnages, on leur mettait des graines sur la tête, et en fait les graines poussaient, ça leur faisait leurs cheveux, des choses comme ça. Et donc et dedans il y avait des histoires assez délirantes, quoi. Et je me souviens de 2 choses, en fait. Il y avait plein de choses dans cette bande dessinée, mais il y a d'une série, je crois que ça s'appelait Les Voyageurs du Temps, un truc comme ça, où c'était dans le futur, et c'était un personnage, en fait, qui avait des gants et des chaussures qui lui permettaient de voler, et il avait aussi un pistolet qui était un désintégrateur qui lui permettait, en fait, de désintégrer ses ennemis. Et donc il n'y avait plus aucune trace, quoi. Il était désintégré, on ne voyait plus rien. Et c'était dans le futur, il y avait en fait des espèces d'animaux robotiques, genre, je me souviens d'un tigre en robot qui était hyper puissant, qu'on pouvait pas arrêter et qui pouvait nous tuer, quoi. Il y avait aussi autre chose, c'était aussi un petit garçon qui vivait dans une combinaison, parce qu'en fait la Terre, il y avait le réchauffement climatique, et les rayons du soleil étaient ultra agressifs, il faisait trop chaud, et donc du coup, pour s'amuser, pour jouer au foot, il sortait en combinaison sur Terre. Et je pensais que c'était une vision assez bien vue, en fait. Déjà à l'époque, c'était genre 1975, du réchauffement climatique qui va se passer et qui est là. Et donc du coup, le réchauffement climatique a été présent chez moi très tôt. Et je trouve que... Ouais, vous avez été sensibilisé à la question très tôt grâce à Pif Gadget.
Ouais. C'est ça qui est fou. Et ce qui est fou, c'est que les gens de ma génération, en fait, ont été sensibilisés à l'écologie très tôt. C'est-à-dire que ça fait 50 ans, en fait, quand, par exemple, en France et en Europe, et en Allemagne, par exemple, et en France, particulièrement, qu'on est au courant, en fait, de l'évolution, en fait, du climat, et qu'on est au courant, en fait, de ce que fait les industries, en fait, à la nature. Et ce qui est un petit peu difficile, c'est de voir que ça ne progresse pas, en fait, qu'on est toujours au stade fœtal de la transformation, en fait, de la technologie pour améliorer, en fait, les conditions de la nature et de l'homme, et que ça évolue trop lentement, en fait. On revient à cette idée de on est encore au Moyen-Âge, voilà. Des idées. C'est une vision plutôt pessimiste. Ouais. Mais on est parti de Pif Gadget. Ouais. C'est ça qui me fascine. Dans Pif Gadget, on pouvait aussi lire des bandes dessinées devenues aujourd'hui cultes. Corto Maltese, Raon. Ouais, Raon. Il y avait Raon dedans, ouais. Je crois en préparation de cette émission, vous m'avez parlé d'une autre bande dessinée culte. Une édition intégrale, je crois, vient d'être publié. Il s'agit de la saga de l'Incal, bébé de Möbius et du cinéaste Jodorowsky. On y suit les aventures d'un détective privé, plutôt loser, John Defool. Alors l'Incal décrit un futur plutôt sombre pour les humains. La série ouvre notamment sur une scène dans ce qu'on appelle Suicide Alley, qui est un lac d'acide. Alors, qu'est-ce qui vous fascinait dans cette série ? Ce qui est fascinant, c'est l'imagination et aussi la poésie qu'il y a dedans. Au niveau des dialogues, de Jodorowsky, je crois, c'est un langage très poétique, c'est la poésie spatiale, en fait. De la psychopoésie spatiale. Il y a toute une vision, en fait, du changement de la psychologie humaine et une ouverture totale sur la vision de l'univers, complètement décomplexée de toute culture, de toute éducation, même de toute science, où c'est l'ouverture d'esprit, en fait, de Jodorowsky qui est dans cette série, dans cette bande dessinée que j'adore. Et effectivement, dans ce monde, en fait, la vie est répandue partout dans l'univers. L'homme peut voyager et est libre. Et en fait, il a une conscience très aiguë de sa psychologie et il est ouvert, en fait, à tous les éléments, en fait, de l'espace, sans aucune... on sent vraiment, en fait, dans cette série c'est débridé et on s'est vraiment, comment dire... coupé de toute religion, de religion culturelle, de tout dogme ou quoi que ce soit, en fait. Et c'est ça que j'adore. Et alors, si on creuse du côté de l'histoire de la création de cette BD, on se rend compte qu'en fait, l'Incal est né d'un échec cuisant, d'un projet d'Alejandro Jodorowsky, d'adapter avec Möbius, on en parlera un peu après, et bien d'autres, une œuvre majeure, gigantesque de science-fiction, Dune. The planet is Arrakis, also known as Dune. Alors, on vient d'entendre les premières secondes de l'adaptation au cinéma de Dune par David Lynch. Nous sommes en 10 191, l'épice est le pétrole de l'univers et permet de voyager dans l'espace. Problème, elle n'est exploitable que sur une seule planète hostile et évidemment la proie de toutes les convoitises. Les Atreides, les Harkonnens et l'Empereur bataillent pour garder ou prendre le pouvoir. Au passage, une partie de la bande originale est signée par Brian Eno. Je crois que ça doit être un morceau dans le film qui s'appelle Prophecy Theme, il me semble. L'histoire de cette adaptation est assez folle. En 1975, Alejandro Jodorowsky se met en tête de réaliser Dune. Il avait convoqué sur le projet ni moins que Orson Welles, Salvador Dali, Mick Jagger, Amanda Lear. Au décor, on avait Möbius et Hans-Rudi Giger.
qui deviendra le papa d'Alien. À la musique, les Pink Floyd, Tangerine Dream et Magma. Malheureusement, Jodorowsky et son producteur Michel Seydoux sont lâchés. David Lynch reprend le projet bien des années plus tard sur la demande du producteur de Fellini, Dino De Laurentiis, et le film fait un four. Aujourd'hui, le réalisateur de Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, entre autres, s'est mis en tête de l'adapter pour 2020. Vous, Jean-Benoît, vous pensez que c'est une œuvre impossible à adapter ou pas? De quelle famille vous êtes? Moi, je suis tellement fan du bouquin et de David Lynch et de Jodorowsky que j'aime tout. J'adore Denis Villeneuve aussi. Donc, enfin, je suis plutôt bon public, donc je me dis que je suis très impatient de savoir le film qui va en découler. Et c'est vrai que ce qui est formidable, c'est que en fait, l'Incal et aussi les métabarons de Jodorowsky sont la conséquence en fait du très précis et magnifique storytelling, en fait, storyboard, ouais, de Jodorowsky, que tout Hollywood a eu et que tout Hollywood a copié et qui a donné, on en voit les influences dans Alien et dans plein d'autres choses. Dans Star Wars. Dans Star Wars aussi, ouais. Et en fait, ça a nourri vraiment l'imaginaire d'Hollywood au niveau de la science-fiction. Et donc en fait, Jodorowsky, c'est vraiment un créateur unique et ultra influent en fait. Et je pense que j'ai vraiment le sentiment que l'Incal et les métabarons resteront, c'est une œuvre majeure en fait qui restera pour des générations en fait, vraiment. Et enfin voilà, moi je prends tout et et j'adore aussi la version de David Lynch aussi. Ouais. Notamment le passage. En revanche, faut s'accrocher. Hein. Si on n'a pas lu le bouquin comme moi, faut vraiment s'accrocher. Mais je pense qu'à un certain moment, en fait, on accepte de pas tout comprendre. On se laisse porter. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça par moments très beau et très onirique. Ouais. Il y a en fait, il y a vraiment des trouvailles extraordinaires. En fait, le fait que l'épice, c'est-à-dire une substance, permet à des êtres de plier l'espace-temps. En fait, c'est seulement quelqu'un qui a été imprégné de la relativité d'Einstein peut en fait établir un tel concept. On peut le voir aussi dans le film Interstellar aussi, qui comporte plein de délires de science, enfin, autour de la science physique, mais qui sont des espèces d'imagination qui pas forcément viables. Enfin, c'est vraiment l'imagination autour de la relativité d'Einstein. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait actuellement, il y a, enfin je le vois dans la science, en fait, il y a cette idée qui est hyper inspirante que en fait l'espace-temps est lié à la gravité. Et que là, en fait, que la gravité, enfin, c'est l'idée que la gravité, en fait, crée le temps, quelque part. Et en fait, dans Dune, il y a cette idée aussi que, en fait, que le temps, quelque part, est une espèce de vision, une espèce de quelque chose qu'on peut maîtriser, qu'on peut plier par la psychologie, quelque part, ou par une substance hallucinatoire. Et c'est génial, quoi. Par les sons, le mouvement, l'art étrange correspond à ça. Ouais, d'ailleurs. aussi, oui. Ouais. Moi, j'ai pensé au pouvoir de la musique dans cette scène où ils arrivent. Dame Jessica arrive avec son fils chez les Fremen. Et en fait, ils expliquent la description, l'explication qu'ils donnent de l'art magistral. Moi, ça m'a fait penser à la puissance de la musique. Oui, la puissance du son. Il y existe des armes au son. En fait, un son très fort peut tuer quelqu'un. Une fois en concert, j'ai reçu un Larsen ultra fort. J'ai cru vraiment que j'ai eu cette vision en fait dans ma tête d'avoir une épée qui m'a traversé la tête, vraiment. Et aussi, il y a le son agressif, mais il y a aussi le son qui fait du bien. Moi, je pense que la musique, c'est le langage de communication entre les êtres. Les animaux comprennent la musique. Probablement, les extraterrestres, s'ils existent, la comprendront. C'est l'espéranto, en fait. Ouais. La musique. C'est le langage universel. En fait, la musique a le pouvoir de ne pas passer par l'intellect. C'est quelque chose de physiologique. En fait, la musique imite les ondes qui nous traversent à travers nos nerfs, etc. Les ondes alpha, les ondes bêta. Donc, ce qui est génial avec la musique, c'est qu'on n'a pas besoin d'éducation. En fait, n'importe
qui peut comprendre très bien une musique et la ressentir de façon totalement en pleine conscience, sans être éduqué, sans base, sans rien. Sans connaissance. Ouais. Les chats sont très sensibles à la musique. Ah ouais? Je me souviens d'un... Vous l'avez remarqué Ouais. En fait, il y avait un chat chez ma cousine. J'étais resté chez ma cousine une semaine quand j'étais petit. Et je faisais beaucoup de piano. Et en fait, je travaillais mon piano et j'improvisais. En fait, je commençais toujours par la musique classique. Je jouais 1 heure, 1 heure et demie. Puis après, j'improvisais. Et quand je jouais de la musique classique, genre du Bach, en fait, il était là. Il se mettait à côté de moi. Il marchait en fait sur le piano. Et quand je commençais à improviser, apparemment, il n'aimait pas. Et il se barrait tout de suite. Moi, je pensais que vous alliez me raconter un chat ravi et grondant juste à entendre vos improvisations. On va faire un grand écart. Et là, on va évoquer un autre film, Starship Troopers. Rico, what's the moral difference, if any, between a civilian and a citizen? A citizen accepts personal responsibility for the safety of the body politic, defending it with his life. A civilian does not. The exact words of the text. But do you understand it? Do you believe it? I don't know. Alors, on vient d'entendre, comme je le disais plus tôt, un extrait du film de Paul Verhoeven, sorti en 1997, Starship Troopers, alors, inspiré d'un roman d'un autre monstre de la SF, Robert Heinlein. Alors pour faire court, Starship Troopers met en scène un monde où les êtres humains sont opposés aux arachnides, d'énormes insectes de race supérieure, a priori. Dans ce monde, pour être citoyen, comme on vient de l'entendre, donc avoir une carrière dans la politique, être écrivain, avoir le droit d'étudier, avoir des enfants, il faut s'être engagé dans l'armée pour une formation de 2 ans au minimum. Jean-Benoît Dunkel, pourquoi ce choix après Dune? Qu'est-ce que ça raconte du futur pour vous? Parce que c'est un des scénarios possibles de l'évolution de la planète Terre, une vision un petit peu supra-américaine du futur, impérialiste, dominée par le complexe industriel-militaire. Ouais. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si c'est pas déjà le cas en fait. Et donc, et en fait, c'est une vision. Enfin, dans ce film, c'est un film de science-fiction, mais c'est une critique en fait de l'Amérique, forcément, et de la mentalité américaine aussi. En fait, les jeunes sont tous donc ont tous l'armée, les hommes et les femmes sont mélangés, ils apprennent à se battre, et c'est vraiment une mentalité en fait de destruction en fait, genre de colonisateur. Mais vraiment sous des aspects hyper humoristiques et drôles, et qui sont. Oui, ça reprend les codes du teen movie. Ouais. C'est ce qui est assez rigolo. Moi, ce qui me frappe, c'est de lire les critiques de l'époque. Apparemment, c'est un film qui s'est fait éreinter par la critique à sa sortie. Il a été dénoncé comme impérialiste, bizarrement. Paul Verhoeven a dû s'en expliquer et dire ce que vous venez de dire, à savoir que le film est une satire anti-impérialiste, antifasciste. Il reprend d'ailleurs certains codes. Il me semble que Verhoeven a étudié, a revu les films de Leni Riefenstahl, les films de propagande nazie. On retrouve dans certains costumes, il me semble que le personnage qui devient colonel du renseignement militaire, enfin de la section jeux et théorie, quand on considère son uniforme, on dirait vraiment il est bien en Asie, SS, vraiment, ouais. Enfin, c'est vrai que là, j'ai plein d'idées là-dessus, mais j'ose pas le dire parce que les gens nous écoutent, mais... Alors, de toutes les œuvres qu'on a présentées jusqu'à présent, quel futur serait le plus désirable? Est-ce qu'il y a une technologie, je sais pas, présentée dans l'Inca, les métabarons, peut-être Dune, voire Starship Troopers, dont vous vous dites, si ça arrivait aujourd'hui, ce serait un beau signe d'espoir? Dans Starship Troopers, par exemple, les gens sont mélangés, c'est-à-dire qu'il y a...
enfin, le côté positif de ça, c'est qu'on voit que les gens de couleur, les femmes, les hommes, sont tous mélangés, font partie, ils sont tous à égalité. Ouais, les meufs sont badass dans ce film. Ouais, voilà. Et du coup, ça, pour moi, c'est quelque chose de positif, dans le sens où je pense qu'on va vers ça, vers l'abandon de tous les clichés et tous les sexismes possibles et imaginables. Sinon, une technologie qui pourrait apporter le bonheur sur Terre. Un signe d'espoir. Dans Dune, par exemple, le fait que pouvoir voyager dans le temps sans la technologie, qui, à mon avis, il y a quelque chose de vrai dedans, en fait. C'est-à-dire que je pense que on va arriver, en fait, à pouvoir voyager très loin. Parfois, quand on imagine, je sais pas comment, ça porte un nom, ça. Le fait, par exemple, que dans Jules Verne, dans les romans de Jules Verne, en fait, on voit le futur, mais avec les matériaux de l'époque. Tu vois, le fait que dans les 50, en fait, on imagine extraterrestres avec des soucoupes volantes faites de métal. Tu vois, le fait qu'en fait, on n'arrive pas, en fait, à imaginer d'autres nouvelles technologies. En fait, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que de nouvelles technologies vont apparaître, en fait. Dont on n'a absolument pas idée. On peut, quand on étudie la science, si, peut-être qu'on peut se dire, ouais, là, cette technologie va évoluer et va donner peut-être ça. Mais c'est des choses inimaginables, par exemple. Je pense, par exemple, à l'énergie nucléaire. En fait, moi, je suis assez écolo, mais... là, j'ai lu que, par exemple, les nouveaux réacteurs nucléaires, en fait, apparemment, de nouvelle génération, permettent d'être arrêtés. C'est-à-dire qu'il y a un bouton off, on arrête et il s'éteint. Ce qui n'est pas le cas, en fait, des générations passées. Ou même qu'en fait, que là, il y a des travaux qui sont faits pas sur la fission nucléaire, mais sur la fusion nucléaire, qui permettraient d'avoir une énergie... extrêmement importante sans avoir de déchets nucléaires, par exemple, sans produire de déchets nucléaires. Y a aussi, j'ai lu aussi... Ça, c'est une perspective, ouais. Et donc, imaginez, par exemple, des centrales nucléaires qu'on puisse arrêter et qui produisent une énergie sans CO2, en fait, et sans déchets nucléaires. Ça devient autre chose, là, on rentre dans autre chose. Bon, après, on peut parler. C'est pas de la science-fiction. Non, c'est très sérieux. C'est vraiment très sérieux. Et voilà, bon, après, on peut se poser la question de savoir si c'est bien pour l'humanité d'avoir ça ou pas, et si c'est dangereux ou pas. Enfin, après, il y a une dangerosité qu'il faut prendre en compte aussi. On va revenir sur vos inspirations musicales. Alors, je lisais dans une des interviews que vous avez données, que vous avez découvert plus ou moins le synthé ado sur des bons tant pis sur lesquels vous jouiez Enola Gay d'OMD. Vous avez découvert le synthé ado sur des bons tant pis. Est-ce que vous auriez été le même artiste, musicien, sans les synthés, sans les machines ? Ah non, pas du tout. En fait, je pense que j'ai beaucoup étudié la musique classique et j'ai fait beaucoup de piano. J'ai passé des concours internationaux de musique classique et puis je me suis rendu compte assez jeune que ça allait pas le faire parce qu'il y avait des gens plus jeunes que moi qui jouaient mieux que moi et que je n'y arriverais jamais. Et donc du coup, en fait, le synthé, ça a été mon jouet. Et j'ai vraiment... c'est vraiment pour moi la symbiose entre la technologie, la science physique à travers, au sens petit montage électrique de mon enfance, et puis la musique. Et pour moi, ce que j'aime dans les synthétiseurs, c'est qu'ils jouent à travers moi. C'est-à-dire que j'ai compris récemment que finalement, c'est quelque chose qui se passe à deux, quoi. C'est vraiment une interaction avec la machine. Et en fait, on apprivoise un synthé, ou on pilote un synthé, mais on ne peut pas contrôler un synthé, en fait.
Il faut se laisser bercer par lui. Il nous montre un chemin et c'est une inspiration commune. Donc il y a quelque chose. Pour moi, je pense que il n'y a pas que des êtres ou des animaux ou des plantes qui ont une âme. Je pense aussi que quelque part, les instruments ont une âme. Ouais. En fait, vous êtes déjà un homme augmenté depuis plus de 20 ans. Ben, c'est ça. Avec un synthé, on est un homme augmenté. On a une prothèse. Une prothèse. Ouais. Tout à fait, c'est exactement ça. Et puis, pour moi aussi, je vois que les synthétiseurs ont une sorte de cerveau, en fait. Tous ces câblages, ces cartes PCB, ce sont des nerfs. Ce sont des... Voilà. J'aime bien l'idée. Ouais. Alors, on va faire un détour du côté de Berlin. Je viens de me faire un petit kiff personnel. On vient d'entendre Varsova de l'album L'eau de David Bowie. On est en 1977, 76 il me semble, 77 quand sort l'album. David Bowie croise à Berlin Brian Eno. Bowie est alors particulièrement marqué par le krautrock de Kraftwerk et Neu. C'est une de vos références aussi, il me semble, le krautrock. Et puis aussi Brian Eno, j'imagine. Complètement. David Bowie et Brian Eno sont mes deux idoles. Et ils ont été réunis sur cet album-là. Ils ont travaillé encore après ensemble, il me semble. Et en fait, ce qui est fou, c'est quand on écoute cette musique et qu'on se dit que 5 ans plus tard, David Bowie allait exploser dans le monde entier avec Let's Dance et que c'est le même mec, c'est le même artiste. C'est fou, quoi. Enfin, c'est l'ambiance, l'atmosphère en fait de cet album, de cette phase B en fait, de l'eau, qui est ultra électronique et qui est de la musique expérimentale quelque part, qui est formidable, qui est tellement... Enfin, pour moi, ça évoque des paysages incroyables dans ma tête. Et j'ai vraiment, en étant adolescent, j'ai écouté cet album en boucle. J'ai beaucoup fumé de pétards aussi dessus. Mais j'ai arrêté de fumer il y a très longtemps parce que je peux pas supporter. Mais voilà, j'ai ces souvenirs-là, en fait, d'expériences psycho-hallucinatoires. Sur l'eau. Ouais. De David Bowie et Brian Eno. Pourquoi cette fascination pour Brian Eno ? Brian Eno revient assez souvent dans les interviews que vous donnez comme grande inspiration musicale. Parce que ce qui est formidable, c'est que il était claviériste de Roxy Music. Et puis, je pense qu'après, il a essayé de faire des albums un peu pop, tout seul, en faisant des chansons, etc. Et à un moment, il y a un clivage, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il se met à faire des albums complètement avant-gardistes, d'une musique inconnue, inouïe, avec des synthétiseurs et des modulaires, où c'est de la musique ultra contemporaine, ambiante, quelque part. Et et il se met à faire ça, en fait. Il a fait, une vingtaine, 30 ou 25 albums comme ça, et qui sont en fait des albums de référence qui resteront à jamais parce que c'est de la musique contemporaine, en fait. C'est de la musique qui n'existait pas avant. Et voilà. C'est de la musique du futur. C'est vraiment de la musique du futur. Ouais. C'est basé sur des textures et qui sont vraiment ultra nouvelles et ultra avant-gardistes. Et voilà, et donc il a... ce qui est génial, c'est que bon, je pense qu'il a forcément été influencé par le krautrock, c'est-à-dire par des groupes comme Neu ou Kraftwerk qui faisaient leur propre délire avec ça, mais comme il est anglais en fait et qu'il était inspiré par la pop, et ben ça le rend encore plus extrême en fait. C'est-à-dire que c'est encore plus débridé, sans format, parfois sans rythme. C'est des textures sonores. Encore plus libre. Ouais, encore plus libre, ouais. Et il fait partie de la musique vraiment européenne, c'est-à-dire la musique libérée de ce que j'appelle la pop anglo-saxonne, influencée par le jazz et le blues, quoi.
charging our battery. And now we are full of energy. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots. Alors on a passé Kraftwerk. Ouais. Racontez-moi un peu votre rapport à Kraftwerk, parce que pareil, de la même manière que Brian Eno, c'est aussi une de vos grandes influences. Énorme influence. Moi et Nicolas et notre groupe sur scène, on a joué à Düsseldorf il y a 2 ans en première partie de Kraftwerk pour un concert. Oh, stylé. Il y avait, je crois, 15 000, 20 000 personnes. En fait, j'avais vraiment vu une mer de gens. Ça dépassait en fait le concert, quoi. Ça continuait dans les rues en fait de Düsseldorf. C'était incroyable. Et donc c'est un très beau souvenir. Mais ce que j'admire dans ce groupe, c'est le concept en fait du groupe, quoi, qui est radical, c'est-à-dire faire de la musique harmonieuse, des morceaux pop avec que des synthés. Ouais. Que les personnes en fait du groupe sont derrière en fait le groupe, c'est-à-dire que c'est l'image du groupe qui est le plus important, c'est l'union du groupe, qui est sa propre image, qui ressurgit. Une radicalité en fait. Dans l'utilisation de leur musique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune synchro. Ils refusent toute synchro. Je crois qu'à un moment, ils refusaient toute interview. Ah ouais ? Ouais. On m'avait raconté, j'ai lu quelque part, j'ai lu un bouquin en fait écrit par un des membres de Kraftwerk où il raconte que une fois il y a une interview programmée, genre à 18h un jour, et donc 18h avec un numéro de téléphone. Et en fait, un des mecs de Kraftwerk à 18h pile prend le téléphone, décroche, pour voir s'il y a quelqu'un au bout du fil, et il n'y avait personne parce que le mec était un peu en retard. Il a raccroché, l'interview ne s'est pas faite. C'est un peu de... Voilà. Et d'ailleurs, je me demande si en fait c'est vraiment si important de ça de faire des interviews quand on est musicien. Mais dites pas ça. Bon, après je dis ça, mais on en a fait beaucoup. Et ça a sûrement joué un rôle dans le succès de R, quoi. Mais voilà. Mais sinon, oui, Kraftwerk... L'importance de Kraftwerk. Qu'est-ce qui reste de Kraftwerk, vous pensez, dans la musique d'aujourd'hui ? Kraftwerk a tout inventé. Ouais. Le rapport avec le rapport avec le synthétiseur et la musique électronique, c'est les premiers à avoir vraiment fait que de la programmation. C'est pas de la programmation. En fait, ils jouaient les synthés parce qu'ils les synchronisaient ensemble. C'est pas enregistré avec des ordis, en fait. C'est enregistré avec des bandes. Et il y a vraiment ce dont on parlait tout à l'heure, vraiment un concept homme-machine vraiment réel, quoi. C'est-à-dire que le synthé, la machine, devient l'extension de la main du manipulateur. Ils y ont même consacré tout un album, l'un des plus connus, baptisé Man Machine. Man Machine, il y a Computer Love, il y a We Are the Robots, et voilà, il y a tout ça, quoi. Ce qui est formidable aussi, c'est que dans le bouquin que j'ai lu aussi, il explique que Kraftwerk continue sans eux. Que en fait ils ont ils ont samplé tous leurs sons, ils espèrent que en fait d'autres membres de Kraftwerk en fait continuent Kraftwerk. Et à l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul membre de Kraftwerk. Groupe open source, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Qui interviendra un groupe open source. Days of. Exactement. Voilà. Alors, un autre énorme grand patron de la musique électronique, c'est Jean-Michel Jarre. Vous nous regardez pas que du côté allemand, du côté outre-Rhin. Vous êtes aussi inspiré en France, inspiré par le grand Jean-Michel Jarre. C'est-à-dire que quand j'étais petit, adolescent, j'ai écouté comme beaucoup de gens Equinox et Oxygène, qui sont pour moi 2 albums vraiment hallucinants et ultra inspirés. Et c'est vraiment, Jean-Michel Jarre a créé vraiment 2 albums magnifiques. En plus, maintenant, en ayant toute l'expérience d'enregistrement que j'ai, je me rends compte de l'excellence de cette musique
enfin, on peut ne pas aimer en fait finalement l'ambiance ou le côté un peu rétro du truc, mais la façon dont ça a été fait, c'est admirable parce que je pense que c'est fait en 8 pistes, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Donc tout est joué, tout est synchronisé, c'est pas de l'ordi. Et pour avoir ce son-là et obtenir ça avec un 8 pistes, je pense que il faut une intelligence technique et musicale assez élevée, je pense. Et donc voilà, donc j'admire en fait ce travail. Enfin, pour moi, c'est aussi ça me donne beaucoup d'espoir. Je me dis, enfin voilà, avec peu de choses, en fait, tu peux bâtir un monde incroyable, sonore, ultra imaginaire et qui peut vraiment rayonner dans le monde entier. Donc, et quand j'étais petit, j'étais très impressionné par je crois que j'avais vu un clip à la télé où c'est en fait un petit robot automatique qui marche sur une table de mixage. Et c'était, je crois, le plus ou moins le clip d'un des morceaux de Oxygène ou Equinox. Et j'avais trouvé ça hyper inspirant. Ça m'avait complètement marqué, quoi. Alors, dans mon questionnaire avant l'émission, je vous ai demandé quels étaient les titres d'air dont vous pensez qui véhiculent une prédiction du futur, dont vous vous êtes dit bien joué, bien deviné. Et vous m'avez alors cité, je crois, trois morceaux, Universal Traveler et le soleil est près de moi et Caramel. Prisoner, pardon. I know so many places in the world. I follow the sun in my silver plane. Universal traveler, universal traveler. Là, on revient sur la dimension franchement thérapeutique. Je viens de l'éprouver de votre musique. Alors pourquoi vous dites de Universal Traveler, Le soleil est près de moi, et Caramel Prisoner, qui sont des morceaux peut-être futuristes? Bien, dans le son, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'était un son médicinal. À l'époque, je me souviens, c'était... En fait, moi j'avais une famille, tout ça, j'avais pris le parti d'arrêter mon travail, de faire que de la musique. C'était un risque énorme et je sentais un stress très intense parce que quand tu as 25 ans, 26 ans et que tu te lances dans la vie active, que finalement tu te dis que tu vas devenir artiste et tu vas faire de la musique planante en pleine house music, tu vois, mondiale, mouvement d'house music, tu te dis c'est un gros pari, quoi. Et donc du coup il y avait une espèce de stress. Enfin, je suis quelqu'un de toute façon hyper anxieux comme beaucoup de gens. Et il y a toujours quelque chose en fait de vibratoire et d'anxieux en moi. Et en fait, la musique, c'est vraiment ma thérapie. C'est-à-dire que, comme beaucoup d'artistes, en fait, je fais le contraire de ce que je ressens, ou du contraire. Enfin, je fais la musique qui me permet d'avancer. Et donc du coup, j'ai tendance à faire une musique ultra planante et ultra médicinale qui me calme profondément, comme un espèce de médicament. Profondément énervé ou peut-être anxieux. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, par analogie, et au contraire, je pense que les groupes de rock ultra violents sont souvent des gens plutôt calmes, en dehors de la vie. Enfin, par exemple, j'ai croisé Iggy Pop, par exemple, une ou deux fois, et c'est quelqu'un d'ultra posé. Et par contre, en fait, quand il monte sur scène, ça devient un animal sauvage. Et aussi, j'ai aussi pu observer aussi que des gens, des artistes qui font de la musique hyper peace, hyper communautaire, parfois sont beaucoup moins sympas qu'on le croit. Ils sont beaucoup plus stressés qu'on ne le croit, quoi. Donc, je crois un peu à ce principe. Aussi des comiques que ce sont assez souvent qui n'ont pas le sens de l'humour, dépressifs. Ouais, c'est vrai. De grands dépressifs. Ouais, c'est une théorie intéressante, ouais. Mais pour revenir à ta question, c'est que, je sais pas, la vibe générale
ces morceaux-là, de R, c'est que finalement c'est quelque part une espèce de vision du futur apaisée, mais une vision très lointaine où en fait il n'y a plus de... Enfin, l'homme est uni, il ne pense qu'à son propre plaisir, qu'à s'améliorer aussi, qu'il exerce en fait... il fait du yoga en permanence, que les machines l'aident en fait à s'améliorer de façon physique et aussi mentale, et que finalement il voyage et que sa préoccupation principale c'est d'être en harmonie avec la nature, avec les éléments, et qu'il admire le soleil, la nature, les arbres, les planètes, et qu'il peut voyager librement dans tout l'univers. Donc enfin c'est un peu ça. On va faire un saut dans le temps vers mars 2019, je crois. Lovely young lady, your fashion model size. De parler de l'homme du futur juste avant, le voyageur universel. Là, on vient d'entendre des extraits de votre dernier album, H+, sous votre nom, JB Dunkel. Alors, on vient d'entendre, je crois que les paroles, c'est « Here come the new men, their life has no end », entend-on. Alors chez Uzbek Erika, on devine un petit peu l'inspiration, mais pour nos auditeurs, c'était quoi l'élan sur cet album ? L'élan, c'est la simple idée que la mortalité, c'est-à-dire le fait que la médecine nous permette de rester en vie ad vitam aeternam, tant qu'on n'a pas d'accident, que finalement cette éternité possible nous permette d'aimer encore plus fort, et que c'est un thème romantique en fait finalement, H+. C'est le fait que le vrai amour véritable peut apparaître avec l'immortalité, que finalement justement l'évolution de la technologie permette la réalisation du fantasme romantique absolu qui est l'amour pour toujours. Et d'ailleurs, qui est en fait un fantasme plus féminin que masculin, je trouve. Ah, vous pensez ? Ouais. Donc H+, à la fois, c'est un album sur le transhumanisme et l'amour éternel. Ben, oui, parce que si l'homme a la possibilité de vivre plus longtemps, eh bien, ça va avoir une conséquence sur ses relations amoureuses. Forcément. Puisque sa vie devient infiniment longue. Et la question, c'est est-ce que son amour l'est aussi ? Est-ce qu'il est capable de donner un amour infini ou pas ? Ou son amour pourrait se diversifier. On voit dans l'un de vos clips, il me semble, un robot. Ouais. L'amour des robots est évoqué. L'amour des robots, oui. Enfin, moi, je pense que on a une vision du robot un peu métallique encore de nos jours. Mais je pense qu'avec l'évolution de la technologie, dans un futur assez lointain encore, la machine va fusionner avec l'homme en fait. C'est-à-dire que la technologie va permettre d'inventer des tissus organiques robotiques, et qu'on va pouvoir inventer en fait des êtres artificiels qui nous seront supérieurs à tous les niveaux physiques. Supérieurs Ouais. À tous les niveaux, même sur la musique. Ouais. Là, aussi. ça me donne envie de vous lancer sur... je crois que j'ai dû lire il y a 2 jours un article à propos d'une intelligence artificielle qui vient de produire un album. C'est quoi votre regard sur ça ? Est-ce que vous pensez que demain, il pourrait y avoir une espèce de nouveau genre musical, un genre, ça se dit pas vraiment, mécanique ou issu de la machine, et de l'autre côté une production musicale humaine. Ouais, on peut l'envisager. Et d'ailleurs, c'est génial ce que vous dites, parce que du coup, je pense que si un musicien veut créer un truc nouveau, et je devrais pas dire ça, mais parce que j'y ai déjà pensé, et ben c'est justement de se faire passer pour une intelligence artificielle. Mais en fait, je suis partagé. C'est-à-dire que d'un côté,
mon côté scientifique et ma connaissance très modeste de la technologie me dit que, ok, l'homme artificiel du futur, doté d'intelligence artificielle, va nous dépasser à tous les niveaux et va pouvoir créer des morceaux sublimes parce qu'il n'y a aucune limite dans l'évolution des machines. C'est que toute limite qu'on imagine est portée par le sentiment humain que finalement que l'humain est supérieur en fait. Mais non. En fait, la science nous démontre que le problème, c'est que en fait, la science évolue tellement vite, de façon exponentielle, que tout est possible maintenant. On peut imaginer plein de choses pour l'évolution de la machine, et je pense que créer de la musique, ça va lui poser aucun problème, quoi. Une musique sensible. Hein. Oui, alors c'est ça le. C'est ça le bémol ou la réserve. Oui, la sensibilité de la machine, je pense, va pouvoir exister. Mais en même temps aussi, mon côté humain se dit que c'est la question de la souffrance, c'est-à-dire et aussi de la possibilité de la mort. C'est-à-dire, est-ce que le fait de faire quelque chose de beau pour un humain n'est pas dû au fait qu'il sait qu'il souffre et qu'il sait qu'il va mourir et que ça donne quelque chose de tellement intense en fait à sa vie et à sa production que c'est unique et que seulement un être mortel et limité peut produire une telle beauté. Et que l'exemple, en fait, c'est par exemple les oiseaux. Le chant des oiseaux peut être ultra artistique, ultra beau, ultra puissant, ultra spirituel, et ce sont des petits moineaux avec un tout petit cerveau, avec une toute petite vie. Et donc, en fait, est-ce que la beauté de l'art, en fait, est-ce que le fait que des robots hyper puissants, en fait, vont faire une œuvre vraiment aussi belle que les êtres mortels et limités? C'est ça, en fait, la vraie question. Alors, je sais pas. Vous êtes partagé. Je réfléchis je suis partagé, en même temps, ouais. Je crois que j'ai dû voir il y a quelques mois en Enghien au festival, comment il s'appelle ce festival des arts numériques, au Centre des Arts d'Enghien. Ça me revient pas, ça a lieu tous les 2 ans. Et il y avait il me semble, une chanteuse virtuelle. Une hologramme, je crois issue de je ne sais plus quelle entreprise japonaise. Ça, c'est pareil, c'est quoi votre regard aussi sur le futur peut-être pas du concert, mais de la représentation musicale? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Est-ce que l'intelligence artificielle peut aller, ou la réalité virtuelle peut aller jusque-là? Simuler, j'ai quasi envie de dire les émotions suscitées par un concert, face à un concert. Ah ouais, totalement. Il n'y a pas plus physique que des artistes sur scène. Ouais. Performant de la musique ou un spectacle. Oui, mais on peut imaginer par exemple que c'est quasi sensuel. Ouais, mais peut-être que justement, on peut imaginer que cette intelligence artificielle soit en relation avec les émotions des auditeurs à travers des capteurs, et qu'en fonction de leurs émotions, elle puisse en fait délivrer la musique qui procure le plus d'émotions. En analysant justement leurs réactions, par exemple. Oh, c'est terrible. Ouais. La musique, divertissement. Mais en fait, je crois que c'est la question que tu poses, c'est à peu près la même. C'est est-ce qu'on peut avoir du vrai plaisir en faisant l'amour avec un robot? On revient encore à l'analogie création musicale versus sentiment amoureux, sensualité, sensibilité. On tourne. Mais moi je pense que oui, parce que évidemment là, dans l'état actuel de la technologie, on a en fait en face de nous des poupées gonflables améliorées, mais je sais pas, dans 2000 ans quoi, ce sera, je sais pas, on peut imaginer des êtres synthétiques hors du commun. Peut-être qu'on sera tous de toute façon clonés, comme dans La possibilité du Nil de Michel Houellebecq, que de toute façon on n'aura plus aucune enveloppe corporelle. Non, ou alors l'humain aura disparu et en fait l'humain est juste le modèle de base que la machine va imiter, et après que la machine va éliminer, parce qu'on sera juste totalement inutile socialement et économiquement aussi. Ouais. Et que finalement, en fait, on est un peu les dieux préhistoriques des machines, quoi.
C'est-à-dire, en fait, on les a créés, mais on va créer peut-être la race supérieure synthétique des êtres du futur dont le corps va pouvoir évoluer et s'adapter en fait au voyage interstellaire, ce qui n'est pas le cas pour nous. Parce que on peut se poser la question de savoir si en fait on peut vraiment quitter la Terre. Et que finalement, peut-être que l'humanité qui va se synthétiser dans les machines existera, enfin son âme existera à travers les machines et va voyager dans l'espace grâce aux machines. Ah, c'est une idée intéressante, ouais. Moi, je pense que c'est un des scénarios possibles. C'est un des scénarios possibles. On va passer à... C'est encore tout frais. Vous venez de sortir avec Jonathan Fitoussi, Mirage, un opus très, très, très planant. Jonathan Fitoussi, c'est un compositeur de musique électronique. C'est aussi un rejeton du groupe de recherche musicale, l'INA GRM, qui a été fondé ou cofondé. Je suis plus sûre, il me semble que c'est fondé par Pierre Schaeffer, l'un des grands patrons aïeuls de la musique électronique. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des champs à explorer de la musique ? Là, c'est clairement un album expérimental. Ouais, l'album Mirage avec Jonathan Fitoussi, oui, c'est un album de musique électronique qui recherche la planerie absolue et qui ressemble plutôt à de la musique de film, qui est un peu libérée de la pop et qui est très dans l'harmonie, dans la texture. Et ce sont des instrumentaux. Et je suis très content d'avoir fait ça avec Jonathan parce que l'album, vraiment, j'ai l'impression, a un effet sur les gens, quoi. Ça m'a... On l'a sorti sans personne, quoi, vraiment sur ma société. Et puis je suis content du résultat. Mais pour en revenir à ta question, oui, en fait, il y a plein de nouveautés possibles, notamment pour le GRM, parce qu'en fait, le GRM, c'est un groupe de recherche musicale qui fait des expériences surtout sur la diffusion du son. Ouais. Et donc, au niveau technologique, sur... je sais pas, les enceintes et sur la diffusion multitrack sur plusieurs canaux de la musique, il y a plein de choses à explorer, quoi, encore. Notamment l'interaction de l'effet de la diffusion du son à travers certaines enceintes et disposées de façon géométrique. En fait, le corps réagit différemment. Et puis l'écoute aussi. La voix aussi. Je crois que j'avais découvert le spectacle s'appelait Only the Sound Remains. Il me semble que c'était sur une œuvre d'une grande compositrice finlandaise. L'interprète principal, c'était Philippe Jarouski. Et ce qui était excessivement intéressant, en fait, c'était tout le travail de traitement informatique en temps réel de la voix de Philippe Jarouski. Et l'expérience, moi j'ai vu ça à Garnier, l'expérience était incroyable. J'avais encore jamais entendu ça. Ouais, tu sais qu'il existe des enceintes aussi qui produisent le son dans un canal. C'est-à-dire que tu es à un endroit, tu n'entends rien, et puis tu déplaces tes oreilles de quelques centimètres et tout d'un coup, une musique apparaît. En fait, c'est une diffusion sur une seule fréquence du son, et donc du coup, ça permet en fait de créer des canaux dans l'air où le son voyage vraiment dans un cône en fait. Il y a plein de choses comme ça, des expériences uniques au niveau de la diffusion du son qui permettent plein de choses artistiques. Donc le futur de la musique n'est pas encore tout à fait écrit, non. N'est pas encore là. Moi, j'aimerais terminer notre entretien en vous citant, ainsi Kuzbek Erika. Alors, vous aviez expliqué à mon boss, Blaise Mao, il y a quelques années, que vous
travaillez pour le futur finalement. Vous parliez alors de la puissance et de l'universalité du boléro de Ravel et vous aviez déclaré « Personnellement, je ne travaille pas tellement pour le succès commercial mais plutôt pour la postérité. Un jour peut-être on dira Jean Benoît, il a fait beaucoup de trucs pourris sauf ce morceau et un seul morceau restera. En fait, je suis obsédée par une nouvelle forme de musique, je la cherche et je ne la trouve pas encore. » En fait, votre traduction du futur, si je comprends bien, c'est l'immortalité. Elle passe nécessairement par l'immortalité, l'éternité. De la même manière que l'art est laboratoire d'expérimentation du futur sans risque, cette immortalité-là, elle n'est pas physique. On revient à une de vos prédictions d'il y a quelques minutes, mais elle est tout aussi puissante. Ouais, ma déclaration est un petit peu prétentieuse, arrogante et narcissique. Non, mais c'est tiré du contexte. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça que je parle d'éternité et d'immortalité et pas de postérité. Non, mais ce que je voulais dire, c'était que... Ouais, enfin, c'est que ce qui est génial avec la musique, c'est de pouvoir faire peut-être un morceau ou un moment de musique qui va rester dans l'histoire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je pense que n'importe quel musicien, artiste, court après le fait de faire pas forcément un tube, mais de faire plutôt un gold universel, quoi, c'est-à-dire un morceau qui passera à la radio tout le temps pour l'éternité, parce que c'est pour ça que je citais le Boléro de Ravel, qui est une œuvre universelle, quoi, apparemment qui a su résister au temps et qui reste ultra fraîche, universelle, sensible. Contemporaine, genre musique contemporaine un peu, et voilà quoi. Donc en fait j'aimerais pouvoir un jour faire une telle œuvre, mais je me mets pas du tout à la place de Ravel, ou je me compare pas du tout à Ravel, parce que un morceau. Ouais, voilà. Enfin, mon but c'est vraiment d'être sincère en tous les cas, de pouvoir faire un morceau qui puisse rester, et peut-être qu'il a déjà été fait, enfin je sais pas. Peut-être, finalement, en fait, c'est pas quand on est artiste, on contrôle pas en fait vraiment ce qu'on fait, on contrôle pas la réaction des gens. C'est les gens qui vous choisissent, c'est les gens qui vous écoutent, et c'est pour ça qu'on peut pas être intéressé en fait. On peut pas, il faut être désintéressé pour qu'un jour le destin et la chance et la sincérité et la puissance de la musique soit véhiculée à travers les musiciens et puisse être reçu par le public, et qu'il accepte et qui en fait aide à faire voyager cette œuvre dans le temps. C'est un peu cette idée-là. Je crois que ce sera le mot de la fin. C'était vraiment riche, c'était chouette. Alors notre odyssée dans le passé pour mieux comprendre le futur touche à sa fin. J'espère que ce périple vous aura mis en fringale, en grand appétit culturel. Merci 1000 fois Jean-Benoît Dunkel pour le voyage et d'avoir aussi inauguré cette nouvelle émission Rétro Futur. Vous allez repartir cet été en tournée à Lille, Pommard et Paris à la rentrée. Merci à l'excellente Romane Munier, taulière des podcasts chez Uzbek Erika, et qui veille toujours au grain derrière sa console. Et merci à Jérôme Laperruque et Wilfried pour notre si joli générique. Au mois prochain pour une nouvelle exploration du futur. À bientôt.